On connaît tous, plus ou moins, le mythe d'Œdipe, cet homme qui, selon la prophétie, devait tuer son père et épouser sa mère. Mais attention, oubliez un peu l'image d'Épinal. Parce qu'en 1659, Pierre Corneille s'empare de cette tragédie antique et la transforme en un véritable polar politique, une enquête à suspense, où chaque nouvelle révélation nous fait un peu plus froid dans le dos. C'est ça, la question terrifiante qui est au cœur de toute la pièce. Œdipe, c'est le héros de Thèbes, le type super intelligent qui a vaincu le Sphinx, alors tout naturellement, il se lance dans une chasse à l'homme pour sauver sa ville, une fois de plus. Le truc, c'est qu'il ne se doute pas une seule seconde que le coupable qu'il recherche, eh bien c'est lui. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Pour bien comprendre, il faut revenir au début de la crise. On va plonger directement dans le vif du sujet. Tout commence dans une ville qui est au bord du gouffre. L'ambiance est vraiment apocalyptique. Imaginez un peu le tableau que nous brosse Corneille, une ville maudite, un endroit où, comme le dit la princesse Dircé, on voit littéralement tomber du ciel les oiseaux expirants. La mort est absolument partout, les dieux ne répondent pas, et la seule chose dont on est sûr, c'est qu'un crime qui n'a pas été puni est en train de ronger la cité de l'intérieur. Et au milieu de tout ce chaos, on a une histoire d'amour complètement tragique. Dircé, qui est la fille de l'ancien roi, est persuadée que son propre sacrifice va calmer les dieux. Elle est prête à y passer pour son pays. Mais Thésée, son amant, le grand héros athénien, refuse de l'abandonner. Pour lui, cet héroïsme, comme elle dit, c'est une trahison. C'est le devoir contre la passion, l'état contre les sentiments. Mais cette romance, en fait, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que derrière le drame personnel, il y a un jeu de pouvoir bien plus complexe. Et c'est là qu'on sent vraiment la patte de Corneille. On va s'intéresser maintenant à l'homme au centre de tout ça, le roi Œdipe. Et on va voir comment la situation se complique vraiment. Il faut bien comprendre qu'Œdipe n'est pas un roi de droit divin. Son trône, il l'a gagné avec son cerveau. Pour lui, le pouvoir, c'est un véritable jeu d'échecs. Et Dircé, en tant qu'héritière légitime, c'est une pièce adverse super dangereuse. Si elle épouse Thésée, un héros soutenu par une puissance étrangère, Athènes, leur alliance le mettrait carrément en échec et mat. Du coup, en bon politicien, Œdipe préfère la marier à un prince beaucoup plus faible pour la neutraliser. Et publiquement, bien sûr, l'excuse est toute trouvée. C'est une question d'honneur, de parole donnée, mais derrière cette belle façade de droiture se cache une pure stratégie politique. Œdipe agit comme un monarque qui cherche avant tout à consolider son pouvoir, et il est complètement aveugle au drame qui est en train de se jouer. Et c'est là que tout bascule. L'enquête, qui semblait tourner autour d'une histoire de sacrifice et de manœuvres politiques, prend une direction, mais alors totalement inattendue. Comme les dieux ne répondent pas, Œdipe décide de se tourner vers les enfers. Et c'est là qu'on invoque l'ombre de Laïus. Il apparaît, furieux, encore couvert des restes de sang de son propre meurtre. Et le message qu'il apporte, eh bien, il va absolument tout changer et transformer cette tragédie en une vraie enquête criminelle. Et voilà le retournement de situation. Tout le monde pensait que l'expression « le sang de ma race » désignait Dircé, la dernière héritière. Mais le fantôme est très clair, il ne s'agit pas du tout d'un sacrifice, mais d'une punition. Il faut trouver le meurtrier de Laïus. L'enquête change complètement de cible. On ne cherche plus une victime, mais un coupable. Et l'ironie là-dedans, elle est juste incroyable. Œdipe, le type le plus brillant de Thèbes, célèbre pour avoir résolu l'énigme du Sphinx, doit maintenant résoudre le crime ultime. Il jure de trouver le coupable et de le punir comme il se doit. Et en faisant ça, devant tout le monde, il est en train de sceller son propre destin sans le savoir. L'enquête commence. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment chaque pièce du puzzle, chaque témoignage qui arrive, ne fait en réalité que resserrer l'étau un peu plus autour d'Œdipe lui-même. Et là, tout s'accélère d'une manière terrifiante. Chaque témoignage, c'est un nouveau barreau à la prison qui se referme sur lui. D'abord, il y a Phorbas. Le seul témoin du meurtre avoue avoir menti. Ce n'était pas des brigands, c'était un seul homme. Et là, d'un coup, un souvenir remonte pour Œdipe, cette altercation en Phocide où il a tué un homme qui lui barrait la route. Ensuite, un messager de Corinthe débarque, et c'est l'explosion. Œdipe apprend qu'il n'est pas le fils du roi Polybe. C'est un enfant trouvé. Et là, le coup de grâce. Phorbas, le témoin du meurtre, reconnaît ce messager. C'est à lui qu'il a confié le bébé Œdipe, il y a des années, pour le sauver. Le puzzle est complet. L'assassin et l'enfant abandonné sont la même personne. Et là, c'est le choc. La réalisation, terrible. Œdipe comprend que tous ceux qui ont essayé de le sauver sont en fait ceux qui l'ont condamné. Ses parents, en l'abandonnant pour échapper à l'oracle. Phorbas, en lui sauvant la vie par pitié. Le messager, en le recueillant.
chacun, en voulant fuir la prophétie, a en réalité tissé la toile de son destin. Une fois la vérité révélée, la chute est immédiate et brutale. Il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Pour la reine Jocaste, la vérité est juste insupportable. Apprendre qu'elle a partagé sa vie avec son propre fils, l'assassin de son premier mari, c'est une horreur qui dépasse l'entendement. Elle ne peut pas y survivre, et elle se poignarde. Oedipe, lui, choisit une autre punition. Il refuse la mort. Non, ce serait une délivrance trop simple. À la place, il s'arrache les yeux. C'est un acte symbolique incroyablement puissant. Lui qui voyait tout avec son intelligence était en fait aveugle sur sa propre identité. Il choisit l'obscurité physique pour qu'elle corresponde à son obscurité intérieure. Et voilà l'ironie finale, qui montre bien la logique implacable et cruelle des dieux. À l'instant même où le sang d'Oedipe, le coupable, touche le sol, la peste s'arrête. La prophétie du fantôme est accomplie. La punition d'un seul homme guérit toute la ville. Son châtiment personnel devient le salut public. Finalement, la pièce de Corneille nous laisse avec cette question absolument vertigineuse. Oedipe n'était-il qu'une simple marionnette du destin ? Ou est-ce que sa propre quête de la vérité, sa propre intelligence, ses propres choix ont paradoxalement construit la prison dans laquelle il s'est retrouvé enfermé ? C'est la grande énigme que le théâtre nous laisse, non pas pour qu'on la résolve, mais pour qu'on y réfléchisse.